Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce neuvième webinaire de Second Souffle qui a pour thème aujourd'hui comment gérer sa relation aux banques. Alors, l'association Second Souffle, si vous ne existe depuis 10 ans, elle est reconnue d'intérêt général. Nous avons déjà aidé de plus de 1000 entrepreneurs. Nous avons 300 bénévoles. Nous sommes présents sur toute la France avec 17 antennes et relais. Alors, bienvenue sur cette plateforme Livestorm. J'en parle pas assez, je le dis pas assez souvent, mais nous, on utilise, chez Second Souffle, on utilise du français. Et Livestorm est une société française. Donc, un petit peu Yes. de pub ne fait pas de mal. Oui, Ouais. plutôt d'utiliser une plateforme américaine ou chinoise qui ont des problèmes de sécurité. Chez Livestorm, il n'y a pas de problème et c'est français. Et notre argent reste en France. Voilà, donc c'est cette plateforme. Vous allez pouvoir poser vos questions sur la partie droite de l'écran. Questions et chat. Chat pour discuter entre vous. Les questions pour poser vos questions. Vous cliquez sur le bouton tout en bas et vous pouvez voter vos questions. Donc, vous cliquez sur le petit chiffre, la petite flèche vers le haut. Ça vous fait un vote pour la question que vous préférez. Par contre, vous recliquez dessus. Attention, vous annulez votre vote. Si vous avez des problèmes techniques, c'est tout en haut ici. Voilà. Et donc, à la fin, Nicolas va parler pendant 20 à 30 minutes au maximum. Et ensuite, on mettra en avant toutes vos questions. Et donc, celles qui ont le meilleur vote je les poserai directement à Nicolas. Voilà. Bonjour Nicolas. Bonjour William, quel plaisir de te retrouver. Je vois que Oui, t'es passé chez le coiffeur ouais, récemment. mais je le fais moi-même. Bon, Je fais moi-même, ouais, avec un briquet. ça, c'est- Je fais ma coupe Jeanne d'Arc. bon, tu Voilà. m'étonnes. Bon, écoute, c'est comme toujours un vrai plaisir de vous retrouver. On sait que vous êtes nombreux. Nous avons énormément de fidèles. Voilà, et encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir ce petit moment de partage, d'échange, qu'on soit confiné ou déconfiné, que vous soyez en Île-de-France, en région Rhône-Alpes ou en Corrèze, du côté de Turenne ou de Brive-la-Gaillarde, où je vois que mes amis sont nombreux, sans oublier nos amis du Nord, du Grand Ouest et de l'Est, et c'est un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est quand même important, c'est comment gérer sa relation face aux banquiers. Alors, je ne sais pas si nous avons des banquiers parmi nos inscrits du jour. Écoutez, vous aurez l'occasion d'échanger, mais j'ai pour objectif, on va pas avoir de langue de bois aujourd'hui. Je vais vraiment essayer de vous dévoiler tous mes conseils, mes préconisations au travers de la crise que j'ai vécue et comment la manière surtout dont j'ai géré la relation avec les banques. Bon, d'abord, il y a un premier élément, c'est que entre cette crise de 2020 et celle de 2008, il y a une très grande différence. Je sais qu'on pose souvent la question de quels sont les points communs justement entre ces deux crises. Bon, d'abord, elles sont très différentes. Pourquoi? D'abord parce que la crise de 2008, c'était une crise qui est venue du monde bancaire. Vous savez que c'est la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis qui a été l'étincelle, pas qu'une étincelle, hein, qui a été vraiment un espèce de tsunami extrêmement violent, avec une dette de 600 milliards de dollars. Cette crise donc a provoqué un crack. Elle est partie des États-Unis, comme en 1929 d'ailleurs. Elle s'est propagée d'abord en Europe et ensuite, dans un second temps, elle a impacté les pays émergents. En 2008, le problème, c'est que c'était la faillite de tout le système bancaire français. Vous savez que tout s'est effondré petit à petit. Il y a eu des craintes énormes et les États ont dû injecter des centaines de milliards d'euros pour consolider les banques. Si à l'époque, on avait réinjecté, je crois, l'équivalent de 5 milliards et demi dans BNP Paribas, puis dans le Crédit Agricole, puis dans la Société Générale, pour éviter que ce soit tout le système bancaire qui s'effondre. La crise de 2020, elle est finalement très différente. D'abord parce qu'elle provient de Chine. C'est une crise sanitaire qui a eu le mérite, malheureusement, de se répandre de manière à une vitesse extrêmement rapide, quasiment dans le monde entier aujourd'hui. Je crois qu'il y a juste l'île de Sainte-Hélène où a résidé notre empereur Napoléon qui n'a pas été impacté par le coronavirus. Pour le reste, je crois que l'ensemble de la planète a été durement impacté. Et aujourd'hui, elle engendre effectivement sur une crise économique très violente, puisque les États, grosso modo, ont décidé de mettre en place le confinement.
d'arrêter toute une partie de l'économie, donc d'avoir une décélération extrêmement violente avec des secteurs d'activité qui ont été extrêmement touchés. On y reviendra, mais évidemment, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'événementiel, l'aéronautique, le monde automobile et des milliers d'entreprises, des TPE, des PME, des artisans dans tous les secteurs. La relation aux banques, d'abord, je vais vous donner un conseil général. On reviendra plus précisément sur la crise, mais j'aimerais vous donner un conseil général. C'est comme la communication d'ailleurs dans une entreprise. La relation avec votre banquier, c'est une relation qui doit impérativement s'inscrire dans la durée, encore plus quand la situation de votre entreprise se passe bien, se déroule bien, pour que le jour où vous commencez à avoir des difficultés, vous puissiez avoir le soutien de votre banquier. Alors, on m'a souvent posé la question de savoir quel type de banque il fallait avoir ou autre, etc. Honnêtement, pour avoir pratiqué un grand nombre de banques, il n'y a pas tellement de différence. Alors, je pense qu'on a des patrons de réseaux bancaires qui vont bondir sur leur chaise en entendant ces propos-là. Il n'y a pas énormément de différence. La différence, elle se fait surtout avec votre conseiller clientèle. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est l'interlocuteur avec lequel vous devez absolument établir une relation de confiance. Et pour établir une relation de confiance, j'allais dire que c'est comme dans un couple, c'est comme dans une relation amicale, ça se juge sur la durée. Voilà. Et c'est pas des à-coups. Un banquier, il faut pas aller le voir une fois par an, où il va vous envoyer un mail, vous savez, est-ce que vous auriez la gentillesse de m'envoyer votre bilan de fin d'année, et puis vous lui envoyez le bilan et ça s'arrête là. La relation avec votre conseiller clientèle, ça doit se gérer quasiment au moins le mois, avec des tableaux de bord, j'y reviendrai après, des informations financières, excusez-moi, pour établir ce lien de confiance. Il est essentiel parce que le jour où vous aurez une difficulté, c'est là où vous aurez un banquier qui sera généralement plus compréhensif, il sera davantage motivé pour aller défendre votre dossier, notamment pour aller défendre devant le comité crédit, pour mettre en place une autorisation de découvert, pour mettre en place un financement en vue d'augmenter, par exemple, les capitaux propres de l'entreprise pour contribuer à sa restructuration. C'est là où vous pourrez lever davantage de fonds, peut-être pour investir dans du matériel, dans une usine, dans des locaux. Et cette relation, ça se construit sur la durée. Je vois trop de chefs d'entreprise, de patrons de TPE et de PME se dire « j'ai pas de bonne relation avec mon banquier, il m'a refusé mon crédit, je comprends pas pourquoi ». Quand je creuse généralement avec eux, je dis pas qu'ils ont toujours tort, mais trop souvent, je m'aperçois qu'en fait, ils prennent le banquier, ils estiment que c'est normal, on a ouvert un compte bancaire, on paye tous les mois nos commissions de mouvement, nos abonnements, et puis le jour où il y a un problème, on fait appel à eux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La relation de confiance entre votre conseiller et le dirigeant d'entreprise, c'est vital. Et vous devez absolument construire cette relation au fil du lot, la renforcer et faire que derrière, ça puisse perdurer pour vous donner le maximum de chance lorsque vous aurez besoin de votre banquier. Bon, ça, c'est le premier point. Je dirais, excuse-moi Nicolas, oui. mais je dirais que ce genre de relation, on devrait également l'avoir à titre personnel. Oui, mais c'est assez vrai. Et d'ailleurs, de manière beaucoup plus large, c'est un peu des relations qu'il faut avoir avec vos fournisseurs, avec vos clients. On avait traité un sujet ensemble, William, on en avait parlé d'ailleurs avec Julien la semaine dernière. Quand on dit qu'il faut faire de la communication de crise parce que c'est très anxiogène, il faut rassurer ses collaborateurs, c'est sûr qu'entre un dirigeant qui n'a jamais communiqué avant et qui se mettrait à communiquer d'un coup en pleine période de crise, ça ne fonctionnera pas aussi bien que si vous avez ce même dirigeant qui prenait le temps de bien communiquer, d'être transparent avant la crise et qui n'a fait que poursuivre naturellement ce qu'il entreprenait préalablement. Voilà. La relation avec un banquier, c'est exactement pareil. Des petits conseils comme ça. Un banquier, ça devient extrêmement fébrile parce que ça ne supporte pas l'incertitude. Si par exemple, vous avez un client régulier qui vous paye à 30 jours fin de mois, c'était le cas pour mon cabinet encore le mois dernier. Mon client m'a informé qu'il allait décaler les paiements à 45 jours, voire 60 jours compte tenu de la crise économique. Je n'ai pas attendu. J'ai appelé mon conseiller. Je lui ai dit, voilà, je traite avec tel client. Vous voyez bien qu'il y a des virements tous les mois à peu près de tel montant.
Compte tenu de la crise économique, ils m'ont informé que dorénavant, nos factures seraient décalées et payées à entre 45 et 60 jours. C'est moi qui ai informé le banquier. Le fait de dire ça, vous dédramatisez, vous démontrez votre capacité que vous gérez très bien votre entreprise et surtout, vous maintenez ce lien de confiance et généralement, vous avez une bien meilleure compréhension de votre banquier. Et donc derrière, évidemment, j'ai été à découvert sur un mois donné de moins 15 000 euros au total. Je n'avais pas une autorisation aussi importante. Elle a été immédiatement acceptée parce que j'ai anticipé et j'ai prévenu mon banquier. Donc la relation de confiance, c'est mon premier conseil que je souhaite vous donner. C'est vraiment essentiel, ça se travaille et je vous invite vraiment à le travailler maintenant et dans le futur. Le deuxième élément qui est très important, c'est le nombre de banquiers. Toute entreprise se doit d'avoir une banque principale, c'est impératif. Mais à partir d'une certaine taille, à partir d'un certain volume de chiffre d'affaires, c'est-à-dire à partir du moment où vous commencez à avoir besoin un peu d'argent, soit pour racheter une entreprise, investir dans du matériel, changer une flotte, peu importe, où vous êtes dans une phase de croissance, il est impératif d'avoir deux banquiers. Moi, je vous recommande d'avoir un banquier principal, puis un banquier secondaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'êtes pas à l'abri de changer d'interlocuteur à un moment donné, puis finalement que le feeling ne passe pas. Alors, vous allez me dire tout le travail que vous avez fait en amont aura été anéanti, c'est vrai. Voilà, mais ça arrive aussi malheureusement. Deuxièmement, il faut pouvoir mettre votre banquier principal en concurrence et c'est toujours bien d'avoir un autre compte bancaire, de faire fonctionner. Et quand vous allez avoir besoin d'un crédit, d'un prêt, de solliciter deux banques, de comparer, de challenger un petit peu. Et puis, il y a un troisième élément qui est très important, c'est quand ça va un petit peu moins bien, une banque par rapport à l'autre pourra accepter à un moment donné de prendre un peu plus de risques et de vous aider quand l'autre, éventuellement, risque d'être un peu plus fébrile ou trop engagé et donc, au final, risquera de geler ses actifs. Si au moment de votre difficulté, vous êtes qu'avec une seule banque, que vous n'avez pas d'autres partenaires financiers, c'est là où ça peut devenir très compliqué, c'est-à-dire ça revient un petit peu à jouer au casino, vous savez, vous jouez ou rouge ou noir. Bon, si vous êtes sur la bonne couleur, ça va passer. Si malheureusement vous n'êtes pas sur la bonne couleur, vous avez des entreprises qui se retrouvent au tapis, complètement asphyxiées, avec l'incapacité de pouvoir faire face aux échéances. Et donc derrière, c'est une course extrêmement difficile à remonter, qui perturbe les esprits, qui crée de l'angoisse, de l'anxiété. Et donc derrière, ça ne vous aide pas dans le redressement de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Il faut vraiment travailler là-dessus, à avoir cette deuxième banque. Alors bien évidemment, à partir d'une certaine taille. Et puis quand on a des chiffres d'affaires, quand on passe de statut de PME à éventuellement à très grosse PME, voire à ETI, généralement, là, on a des poules bancaires, c'est-à-dire que là, on a 2 banques, 3 banques, 4 banques, 5 banques, et généralement, on continue de cette manière-là. Ensuite, il y a la période de crise. Je sais que beaucoup d'entre vous, ça vous arrive de poser des questions. On a énormément, malheureusement, de nos entreprises aujourd'hui, et surtout les TPE et les PME, qui sont en manque de trésorerie. Bon, aujourd'hui, on est dans un système, pour ceux qui ont pu bénéficier du fameux prêt de l'État, la mise en place du chômage partiel ou d'un certain nombre d'aides. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont sous, excusez-moi l'expression, c'est un peu d'actualité, mais elles sont un peu sous assistance respiratoire. C'est-à-dire que on est sous perfusion, on a un système étatique qui contrôle et qui nous aide énormément. Et là-dessus, c'est une des belles réussites quand même par rapport à la crise de 2008, où il n'y avait rien ou quasiment rien. Mais attention, parce que tout ceci a une fin. Et le nerf de la guerre, encore une fois, c'est évidemment la trésorerie. Bon. Lorsque malheureusement on est à la tête d'une entreprise, qu'on était fragile avant la crise, avant le coronavirus, qu'on est pour le moment sous cette assistance parce qu'on a obtenu le gel d'un certain nombre de charges, on a obtenu un certain nombre de prêts, on a obtenu un certain nombre de liquidités. Attention lorsque ça va s'arrêter. C'est là où vous risquez de vous retrouver dans une situation terrible, avec de la pression extrêmement forte, d'accord, d'être figé sur le compte bancaire et de vous retrouver ce qu'on appelle en cessation des paiements. Et donc, en cessation des paiements, c'est quand vous n'êtes plus en capacité
de pouvoir faire face à vos échéances financières. Alors, ça peut être évidemment les salaires, mais ça peut être le paiement de votre TVA, ça peut être le paiement des charges sociales, ça peut être le paiement des impôts, de factures fournisseurs. Quand vous manquez de trésorerie et que vous vous retrouvez en forte difficulté, c'est là où ça commence à créer une angoisse terrible. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le banquier. Mais encore une fois, si la relation de confiance n'a pas été établie, s'il découvre, s'il est devant le fait accompli comme ça du jour au lendemain, devant de grosses difficultés alors qu'il n'y a pas eu de communication pendant 8 mois ou 1 an à l'avance, bien évidemment, votre probabilité de signer avec votre banquier, trouver une solution financière à court moyen terme, elle est évidemment extrêmement faible. Mais j'allais dire qu'elle est normale parce qu'encore une fois, vous n'aurez pas établi ce lien de confiance nécessaire. Donc, à ce niveau-là, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement importantes. Je vais vous donner quelques petits conseils pratico-pratiques pour établir cette confiance. Le premier point, c'est lorsque vous sortez votre bilan, d'accord? N'attendez pas que le banquier réclame votre bilan. C'est vous qui vous prenez rendez-vous avec votre banquier. Idéalement, vous le faites venir dans votre entreprise. Moi, j'aime bien faire venir le banquier dans l'entreprise, notamment si vous avez... Alors, quand on est dans le conseil, le service, c'est compliqué parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à voir. Voilà. Si vous êtes plutôt dans le secteur de l'industrie, c'est toujours intéressant qu'un banquier vienne, rentre dans votre écosystème, rentre dans votre environnement pour se faire une idée. Voilà, moi, j'aime bien faire ça. Donc, je n'attends pas que le banquier me demande le bilan. C'est moi qui vais prendre rendez-vous avec le banquier, idéalement le faire venir dans votre entreprise et qui va lui expliquer le bilan financier par définition de l'année qui vient de s'écouler. Et je vais lui remettre une petite note explicative d'une page, d'accord, pour expliquer vraiment les grands enjeux qui se sont déroulés en cours de l'année, les impacts en plus ou en moins, et surtout redonner une projection pour l'année en cours et pour commencer à anticiper vos éventuels besoins. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je vais vous donner, ça, ce sont pour les entreprises qui se portent bien, qui ont des résultats financiers satisfaisants, qui ont même une bonne trésorerie. Je vois trop de chefs d'entreprise dire finalement, je n'ai pas besoin de mon banquier parce que la situation va bien et j'ai beaucoup de trésorerie. Eh bien, c'est faux. C'est lorsque vous sortez des bons bilans, c'est lorsque vous avez de la trésorerie, c'est lorsque vous avez sorti un résultat financier bon dans votre domaine d'activité, c'est à ce moment-là qu'il faut solliciter les banques, qu'il faut ouvrir des lignes de crédit, qu'il faut demander des autorisations de découvert. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez demander aussi une autre manière pour de gérer votre trésorerie, ce qu'on appelle le factor, c'est pouvoir d'avoir de l'avance de trésorerie en attendant que vos clients vous règlent. Bon, il faut le faire quand vous avez un bon bilan. Alors, c'est un paradoxe parce que ce n'est pas à ce moment-là forcément que vous en avez besoin, mais le fait d'avoir rassuré encore une fois votre banquier, d'avoir fait la demande quand vous avez un bilan qui vous permet de négocier au mieux, c'est-à-dire les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire sans caution personnelle généralement, et surtout d'obtenir des conditions financières et donc des taux d'intérêt beaucoup plus faibles, alors que vous le savez bien, c'est un vrai paradoxe, mais quand on est en difficulté financière, si on obtient un crédit, eh bien c'est comme tout, généralement vous payez des taux d'intérêt beaucoup plus élevés parce que le banquier estime que le risque est plus important. Donc, souscrivez à ces prêts lorsque la situation est extrêmement favorable à votre entreprise. Ça ne veut pas dire que vous allez utiliser ces lignes de crédit, ça ne veut pas dire que vous allez utiliser vos lignes de découvert sur votre compte bancaire, mais ça veut tout simplement dire que le jour où ça va un petit peu moins bien, que la trésorerie est un peu plus tendue pour une raison X, Y ou Z, d'accord ? Vous avez cette capacité et vous ne vous retrouvez pas en difficulté de devoir demander à un banquier, encore une fois, des aides, un prêt ou des autorisations quand le bilan est nettement moins favorable. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Le troisième élément que j'ai mis en pratique, voilà, et qui est aussi un élément essentiel, c'est que je transmettais tous les mois mon compte de résultats et la situation financière de mon entreprise aux banques. Voilà. Donc, je faisais un petit tableau Excel avec, j'ai 2-3 banques, avec la position bancaire de mes 3 banques, l'évolution de mon trésorerie, j'avais mon prévisionnel de trésorerie à 6 mois et à 12 mois, et surtout mon compte de résultats, j'annonçais mon résultat, alors je ne le faisais pas au mois le mois, là je le faisais au trimestre, mais mon banquier n'était jamais pris au dépourvu. C'est-à-dire que quand ma croissance était plus importante, je l'expliquais au banquier, toujours pas au travers d'un mail ou souvent d'un rendez-vous de visu,
Voilà, je vais voir mon banquier, je vais le voir au moins une fois par trimestre de visu, au minimum. Voilà. Et je l'ai au minimum 2 à 3 fois par mois au téléphone. Voilà, pour traiter de n'importe quel sujet, mais en tout cas, je l'ai. Ce qui fait que la chaîne n'est jamais rompue. Et c'est très important parce que d'abord, quand vous annoncez des chiffres, vous aurez des bonnes et parfois vous aurez des mauvaises nouvelles. Mais encore une fois, ce qui est très important, c'est de donner du sens et d'expliquer les choses. Un banquier est capable de comprendre une mauvaise nouvelle, mais il faut juste lui expliquer. Ben là, on a été pénalisé, on a eu une rupture d'approvisionnement, on n'a été pas capable de produire pendant 6 semaines, on a pris du retard. C'est la raison pour laquelle notre chiffre d'affaires a baissé de 20%. Et donc, par conséquence, ça va impacter la trésorerie dans les 3 mois à venir. Donc, on va être un petit peu plus tendu et on va vous demander de lâcher un petit peu de laisse. Et à l'inverse, si vous êtes dans une activité qui est par exemple en croissance, vous savez que la croissance peut évidemment fragiliser votre trésorerie. C'est ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement. Si vous êtes par exemple dans un métier de service tel que le mien, on décaisse avant d'encaisser l'argent de nos clients. Donc, par définition, plus on accélère, plus on fait de la croissance dans nos métiers, plus on détériore notre trésorerie. Et donc, c'est aussi important de comprendre pour un banquier que plus votre croissance est importante, plus vous allez avoir besoin de votre banquier. C'est d'autant plus vrai pour les TPE, PME, pour justement permettre de financer ce qu'on appelle votre besoin de fonds de roulement, qui vous servira petit à petit et assurer l'évolution de votre entreprise. Donc, vous le voyez, ça c'est vraiment mes conseils pratico-pratiques, c'est vraiment de garder ce lien de confiance. Alors maintenant, je vais rentrer dans un sujet, dernière partie, puisqu'il me reste encore quelques minutes. Je vais aborder un sujet donc, qui ne vous concerne pas tous, bien évidemment. C'est lorsque malheureusement, vous êtes en voie d'aller au tribunal de commerce et d'aller vous mettre en redressement judiciaire. J'en parle avec franchise parce que je sais que ça concerne beaucoup de monde. C'est plus de 60 à 70 000 chefs d'entreprise chaque année qui sont amenés à se mettre en redressement judiciaire et aller dans le tribunal de commerce pour aller se mettre en ce qu'on appelle en RJ. Voilà. C'est quelque chose qui est très compliqué. Voilà. À admettre d'abord pour le chef d'entreprise, parce que souvent c'est vu comme une faillite personnelle, c'est vu comme un échec personnel. Et on a toujours énormément de mal à l'admettre soi-même. Voilà, il y a un laps de temps, il y a une espèce de deuil qui est nécessaire. Il y a un deuxième sujet qui est essentiel, et on y reviendra avec William tout à l'heure, parce que les prochains webinaires vont être consacrés aussi pour aider nos entrepreneurs qui voient le mur arriver et qui ne savent pas comment le gérer. Quand je parle du mur, c'est que vous savez que vous allez être, vous êtes asphyxié, vous n'avez plus de trésorerie, vous ne pouvez plus payer. Et là, vous paniquez et vous ne savez plus par quel bout prendre les problèmes. Voilà, la pression d'un banquier, la pression d'un fournisseur parce que vous êtes incapable de le payer, qui va vous assigner devant les tribunaux pour vous mettre en demeure d'aller payer votre facture. Des retards de paiement dans les salaires, ça arrive aussi. Comment on communique auprès des salariés en termes d'angoisse ou autre, etc. Puis, vous allez vous apercevoir que l'inquiétude, elle va gangréner très rapidement l'ensemble de votre écosystème, plus les bruits de couloir, les bruits de vos fournisseurs, de vos clients, de vos concurrents qui généralement vous font pas de cadeaux. Bref, quand on prend tout ça, ça finit par vous noyer et derrière, ça a des conséquences parfois terribles. Et ça, on l'abordera dans les prochains webinaires pour que je puisse précisément vous raconter l'expérience que j'ai vécue. En l'occurrence, si ça arrive, lorsqu'on est amené à déposer le bilan, s'il y a une chose qu'il ne faut pas dire à son banquier, c'est lorsqu'on a pris la décision d'aller au tribunal de commerce de Nanterre et de se mettre en redressement judiciaire, c'est là où il ne faut rien dire à votre banquier. Je dirais que c'est quasiment le seul cas. Ça fait bondir les banquiers quand je dis ça, mais c'est une réalité parce que je vais vous raconter mon expérience. Lorsque j'ai été amené justement à mettre en redressement judiciaire mon entreprise le 30 juin 2009, je n'ai rien dit à mes banquiers. J'ai mené exactement tous les conseils que je viens de vous préconiser. Je les menais jusqu'au 28 juin. Le 30 juin, je suis allé déposer le bilan de mon entreprise au tribunal de commerce de Nanterre et j'ai informé mes banquiers dans les 6 heures qu'on suivit ou le lendemain matin. Pourquoi ? Le jour où vous déposez le bilan, vos partenaires financiers sont immédiatement informés par le tribunal de commerce. Vos comptes sont fermés immédiatement. Ils sont verrouillés, fermés. Vous n'avez plus d'accès Internet. Vous ne pouvez plus voir les entrées et les sorties.
et vous ne pouvez plus traiter avec votre banque. Vous avez un administrateur judiciaire qui est nommé, c'est lui qui reprend le contrôle. Alors, il a un certain nombre de pouvoirs, je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais suivant la faute ou pas d'ailleurs, parce que ce n'est pas parce qu'on dépose le bilan que le dirigeant est fautif, bien au contraire. Je rappelle que se mettre en redressement judiciaire, c'est un acte de gestion qui est de la responsabilité du dirigeant d'entreprise, mais parfois il y a des fraudeurs, et quand on est fraudeur et que c'est prouvé, bien évidemment, on est condamné, on peut être condamné, et c'est normal, c'est parfaitement normal, et derrière, on vous enlève toute la gestion de votre entreprise. Vous pouvez mettre interdit de gestion. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est que quand on se met en RJ, votre compte bancaire est verrouillé dans les 12 heures qui suivent l'affichage que vous retrouverez avec joie, je cache mes mots, sur votre extrait CABIS. Et derrière, vous n'avez plus la relation avec votre banquier. C'est-à-dire que votre conseiller, même le directeur d'agence, c'est terminé. Vous n'aurez plus accès à lui. Vous passez directement au service contentieux de ces grandes banques. Donc, ce sont des équipes qui sont dédiées pour gérer ça. Ils ne vous connaissent pas. Il n'y a plus du tout d'historique. Il n'y a plus de relation. C'est comme si vous repartiez de zéro et dans une relation beaucoup plus conflictuelle, puisque vous avez d'un côté la banque qui veut évidemment retrouver son argent et éviter d'avoir le moins de pertes possible. Et vous, en tant que dirigeant, il y a deux options. Soit vous vous préparez à aller vers une cessation totale d'activité, vers une liquidation judiciaire, soit vous allez démontrer votre capacité à construire un plan, à ouvrir une période, ce qu'on appelle dite d'observation, qui dure 6 mois, pour être en capacité de bâtir ce qu'on appelle un plan de continuation, qui doit montrer, évidemment, au travers de chiffres, d'un business plan et puis des résultats à terme, la continuité possible de votre entreprise pour geler la dette passée et surtout être en capacité de renégocier cette dette pour la payer sur 3 ans, 4 ans, 5 ans et jusqu'à 10 ans. Et pour arriver à ça, vous traitez avec 2 autres banques. Il y a 2 banques pour les sociétés en redressement judiciaire. Il y a la banque de Lubac et la banque Thémis. Donc, si vous recevez un jour un chéquier de l'une de ces 2 banques, vous inquiétez pas, ça veut dire forcément que l'entreprise qui a émis ce chèque-là est passée par la case redressement judiciaire. Il n'y a pas de honte, c'est comme ça, mais vous ne pourrez plus traiter avec votre banque traditionnelle. Voilà, c'est comme ça, c'est le système qui est ainsi. Et donc là-dessus, on le voit bien, il faut préparer, et c'est le seul moment, je dirais, où il ne faut pas dire la vérité au banquier. Alors pourquoi ? Et je terminerai là-dessus. C'est-à-dire quand j'ai pris la décision de mettre en redressement judiciaire mon entreprise, le but du jeu, si on peut appeler ça un jeu, qui est tout sauf drôle, c'est que pour se donner une chance d'ouvrir une période d'observation, puis ensuite de rebondir, il faut avoir de l'argent. Donc le but du jeu avant un redressement judiciaire, c'est-à-dire pendant les 3 mois qui précèdent votre décision d'aller mettre en redressement judiciaire votre entreprise, le but du jeu, c'est de faire rentrer un maximum d'argent sur les comptes bancaires et c'est de ne plus rien payer pour que la dette soit la plus importante possible, que la trésorerie soit la plus importante possible. Et c'est ce que j'ai réussi à faire avec mon entreprise et c'est ce qui a permis de sauver mon entreprise. C'est-à-dire que pendant 3 mois, j'ai réussi, sur une entreprise qui faisait à l'époque 5 millions, j'ai réussi à avoir à peu près 500 000 euros de trésorerie. Je n'ai plus payé les salaires en fin de mois de mes salariés. Je les ai prévenus au dernier moment. Ils ont été repris, évidemment, ils ont été réglés après dans un second temps, mais j'ai gelé les salaires, je n'ai plus payé de charges, je n'ai plus payé de TVA, je n'ai plus payé un fournisseur. La trésorerie a monté et quand elle a été suffisante, 3-4 jours avant la prise de décision, j'ai transféré cet argent auprès de la banque de Lubac, c'est l'autre banque que j'avais choisie. J'avais tellement peur à l'époque que je ne faisais pas des virements de 100 000 euros ou d'un seul bloc 500 000 euros. J'avais qu'une seule peur, c'est que mon banquier s'aperçoive de ma stratégie et finalement me coupe les tuyaux que je ne puisse pas le faire. Voilà. Donc, je faisais des virements de 69 999 euros, 72 000. Je l'ai étalé sur 5 jours. Et quand les 500 000 euros sont arrivés sur la banque de Lubac, j'ai déposé le bilan et j'ai informé mon banquier. Et en fait, mon banquier, ça m'a servi à quoi ? C'est que grâce à cet argent, j'ai pu démontrer au tribunal de commerce de Nanterre que j'avais les ressources financières nécessaires pour me permettre de restructurer mon entreprise, de pouvoir payer les salaires et de pouvoir ouvrir une période d'observation. C'est ce qu'on a réussi à faire avec Solic. Et au bout des 6 mois, mon plan de continuation a été validé et Solic a pu repartir de ses propres ailes et donc poursuivre l'activité.
Voilà les amis, j'espère que j'ai pas été trop long. Il est 14h29. Voilà, je crois que j'ai à peu près tenu le délai. Donc je vous rappelle, je vais relaisser la parole à notre ami William pour les questions. On va essayer d'y répondre en étant le plus précis possible. Et même si le sujet est un peu difficile, n'oubliez pas que le plus important, c'est qu'on garde la pêche, l'énergie et qu'on se donne des conseils. Vous êtes très nombreux et c'est un vrai plaisir parce que je vous vois réagir en tout cas sur le chat avec plein de conseils pratico-pratiques. Et c'est aussi ça tout l'intérêt d'un webinar. William, c'est à toi. Oui, 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 oui. On a des spécialistes avec nous aussi en plus de toi aujourd'hui, Nicolas. Génial. J'espère que tout le monde regarde ce qui se dit dans le chat parce que c'est très, très, très Ouais. intéressant. Ah, Donc, et tu as vu, William, nous avons même Julien Renaud, notre ami oui, Julien, qui nous a fait un webinaire exceptionnel vendredi dernier, qui est il est redescendu de sa présent. montagne. Et ouais, il aura mis 30 minutes pour se connecter. Il est vraiment très fort. Ouais. Alors, quelques questions intéressantes. On va commencer par Swad. Quand Alors, tu toi, parlais d'avoir deux banques. tu es sur les questions? Oui, C'est parti. la banque secondaire demandera une sorte d'engagement. Comment le gérer? Est-ce qu'il faut partager les rentrées d'argent entre les banques? Oui, alors il faut savoir que les banquiers font leur profit, entre guillemets, sur les mouvements. Euh, un banquier sur une activité déteste que vous déposiez 5 000 euros et que l'argent ne bouge pas. Il préfère qu'il n'y ait que 2 000 euros et que ça passe son temps à bouger en entrée et en sortie. D'accord? Donc, je dépense, je fais rentrer, je dépense, je fais rentrer. C'est ce qu'on appelle les commissions de mouvement. D'ailleurs, ça fait partie des frais qu'il faut négocier avec vos banquiers, parce que c'est là-dessus qu'ils se rémunèrent en partie. Mais évidemment, il faut ouvrir avec une deuxième banque, il faut qu'il y ait un accord gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous allez lui apporter et qu'est-ce que vous attendez de ce banquier? Donc, évidemment, je viens de conseiller l'un de mes clients d'ouvrir une deuxième banque. C'est une entreprise dans le monde du bâtiment. Elle fait 1 600 000 euros, 700 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est déjà beaucoup. Elle n'a qu'une seule banque à ce jour. Donc c'est elle qui finance sa flotte automobile, c'est elle qui a financé d'ailleurs le siège social de l'entreprise, c'est le compte principal et c'est vrai que c'est plus simple à gérer. On a ouvert la deuxième banque, j'y reviens pas, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a négocié? On a négocié dans un premier temps une autorisation de découvert sans caution du dirigeant, voilà, pour avoir une petite ligne de découvert, pas beaucoup, 30 ou 40 000 euros. Et en contrepartie, on lui a octroyé 30% des flux financiers, un tiers des flux financiers du cabinet. Bon, ben voilà, l'entreprise fait donc 1,7 million. Ça veut dire à peu près 2 millions 50, 2 millions 100 TTC, puisqu'il fonctionne en TTC. Les banques, eh bien, on lui a donné 700 000, on lui dit, voilà, on va vous octroyer 750 000 euros de frais de mouvement, etc. Et puis, on lui a donné une chose, on devait renouveler une flotte automobile de 7 voitures. Donc, on lui a dit, bah, on va vous proposer de financer la flotte automobile, voilà ce qu'on lui a donné, et puis de refinancer les travaux liés aux nouveaux locaux qu'il devait intégrer. Bon, ben voilà, la banque rentre parce qu'elle est intéressée pour aller gagner un client. On lui a montré les perspectives de croissance et de développement. Et la contrepartie, ben, on lui a octroyé un tiers de flux de mouvement en contrepartie d'une autorisation de découvert et du financement de la flotte automobile. Voilà. Merci. Toujours sur le thème du nombre de banques. Est-ce que plus de deux banques, c'est une bonne idée? Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise. Si vous êtes sur des entreprises qui pèsent 100 millions, 200 millions, ils ont souvent 8 banques, 9 banques, 10 banques, 12 banques. Parce que de toute façon, les banques vont vous le demander pour une raison très simple. C'est qu'à un moment, ils vont pas accepter de prendre le risque tout seuls et ils vont faire ce qu'on appelle, ils vont mutualiser le risque. Et pour mutualiser le risque, quand vous avez un gros investissement, quelqu'un qui construirait une nouvelle usine ou financement du développement d'un pays ou le rachat d'une entreprise, ben, il y a telle banque qui va dire, bon ben voilà, monsieur Doucerin, je suis prêt à vous suivre. Vous avez un investissement d'1 million. Nous, on est prêt à prendre 20% et vous nous retrouvez 3 autres banques qui seraient prêts à venir avec nous. Ça permet aux banques de mutualiser. Vous allez créer ce qu'on appelle donc un pool bancaire. Et donc, c'est vraiment en fonction de vos besoins, de la taille et votre projet de développement. Voilà. Il ne faut pas trop de banques non plus pour un petit chiffre d'affaires parce que qui dit plus de banques dit un peu plus de travail sur un plan administratif. Il faut affecter les frais de mouvement, c'est-à-dire que quand vous facturez à vos clients, ben, si on reprend mon idée de 2 tiers pour votre banque principale, 1 tiers pour la banque secondaire,
Ça veut dire qu'un tiers des clients, bah, faut donner un RIB de telle banque, les deux autres tiers, c'est telle autre, etc., etc. Donc, il faut le faire encore une fois avec beaucoup de pragmatisme, à bon escient, mais c'est quand même un avantage d'avoir deux banques. Toujours sur le même sujet du nombre de banques, Gladys nous écrit en tant que créateur d'entreprise, il est difficile d'intéresser pleinement un conseiller, d'être pris au sérieux, d'être considéré, absence de retour, même si relance, absence de motif de refus pour l'étude du dossier, etc. Un conseil pour le démarrage, Nicolas? Alors bah, là, ce qui est compliqué dans ce type de questions, c'est de savoir comment est constitué votre dossier. Encore une fois, si vous démarrez une start-up, si vous démarrez une entreprise en tant que telle, attachez autant d'importance au fond et à la forme. Vous ne pouvez pas non plus arriver chez un banquier en disant, ben voilà, j'ai créé une start-up, je vais mettre un capital d'1 euro et je veux savoir ce que vous pouvez m'apporter. Je le dis parce que c'est possible et je vois aussi de temps en temps des dossiers comme ça. Si maintenant vous montez une entreprise, vous dites voilà mon projet d'entreprise, donc je monte une SAS, le capital est de temps, le capital social est important aussi. Hein. Quand vous arrivez avec un capital social d'1 euro ou de 500 euros, comme je vois, bah, vous ne créez pas la confiance auprès des banquiers. Si vous arrivez, vous mettez 5 000 ou 10 000 euros, bah, c'est déjà pas la même chose, quoi. Voilà. Et donc, par rapport à votre ambition, par rapport à votre projet, encore une fois, n'oubliez pas, et Gladys, c'est vrai, il faut rassurer le banquier. Donc, c'est préparer un petit PowerPoint peut-être avec 8-10 slides qui explique le projet. Vous démarrez avec qui, avec quoi, comment, de quelle manière. Est-ce que vous avez déjà des clients, pas des clients? Est-ce que vous avez des actionnaires, pas d'actionnaires? Si vous voyez que vous êtes fragile financièrement, bah, votre projet, vous devez montrer votre capacité à réunir autour de vous peut-être 1, 2, 3 personnes actionnaires, même minoritaires, mais qui vont donner du poids, qui vont vous aider dans la réflexion et qui vont vous permettre de consolider auprès de la banque. Donc, la confiance, ça commence dès le départ. Il faut que le projet soit sérieux. Je dirais que si vous n'avez aucun retour vis-à-vis de votre interlocuteur, votre banquier, bah, c'est tout simplement, c'est pas le bon partenaire. Et dans ce cas-là, bah, je vous invite à changer de partenaire. Il y a plein de banques. Et encore une fois, c'est pas tellement l'enseigne en tant que telle, c'est surtout le conseiller clientèle qu'il faut choisir et pour lequel le feeling, le contact, la relation de confiance doit être importante. Si vous ne sentez pas la personne, ben, ça ne vaut pas le coup de continuer avec. Voilà. Faut que son dossier soit crédible. Oui, Et le rendre exactement. crédible, le rendre attrayant. Alors, j'avais une autre question qui était... Voilà, un certain Xavier. Ces anecdotes montrent une attitude assez caractéristique des banquiers face à un client en crise. Penses-tu, Nicolas, qu'en 2020, avec la crise sanitaire, la mentalité des banquiers a changé? Alors, mentalité, je ne sais pas. Je pense que ça a un peu évolué quand même par rapport à 2008, parce que 2008, les banques ont laissé une image catastrophique. Catastrophique. Faut voir quand on parle des banquiers, c'est jamais de côté négatif. Et c'est vrai, il faut le soutenir quand même, il faut le souligner, pardon. Ils ont quand même fait de gros efforts. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait, bien évidemment, mais il y a quand même eu de gros efforts de fait. Là où c'est un peu faussé aujourd'hui, c'est que si je prends le prêt de garantie de l'État aujourd'hui, il est garanti à 90% par l'État France, par la BPI. Bon, donc si vous voulez le risque au niveau du banquier, je voyais encore Bruno Le Maire qui annonçait donc avoir prêté à ce jour via la BPI 65 milliards. Bah, il faut savoir que le risque est supporté à 90% par la BPI et à 10% par votre banque. Ça veut dire que le risque encouru pour votre banquier aujourd'hui, il est aux alentours de 6 milliards et demi sur l'ensemble des prêts accordés. Donc aujourd'hui, je dirais que par rapport à 2008, ils ont eu le devoir de racheter un petit peu une espèce de moralité, de conscience, parce qu'ils ont une image déplorable durant la précédente crise. Donc c'est un peu mieux de ce point de vue-là. Et le deuxième élément qui me semble évoluer, mais qui nous fausse un petit peu dans l'analyse, pour répondre à la question de Xavier, c'est que derrière, comme l'essentiel est garanti par l'État, bon, bah, ils prennent beaucoup moins de risques. Donc les prêts sont plus facilement accordés. Et donc, par définition, entre le soutien franc et massif de nos banques par rapport à 2008, c'est difficilement mesurable compte tenu de ce que je viens d'expliquer. Bien. Alors,
Denis a posé une question. Je me suis permis de prendre ta place, Nicolas, de lui répondre par écrit. Euh, Denis pose comme question, comment établir une relation de long terme avec un banquier qui change de poste? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question parce que c'est un fait. D'ailleurs, c'est une des grosses faiblesses pour moi des banques de détail euh, que l'on connaît tous. C'est qu'ils n'arrivent pas à motiver leurs conseillers clientèle. On ne peut pas dire que les carrières soient très bien gérées. Et donc, ils les font bouger généralement tous les 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est vrai que c'est assez insupportable. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je traite en confiance avec mon conseiller clientèle, bien évidemment. Mais j'essaye quand même, ne serait-ce qu'une fois par an, c'est d'avoir un rendez-vous, même une demi-heure, avec le directeur de l'agence. Voilà. On ne peut pas le faire tout le temps, mais en tout cas, j'essaye toujours d'avoir ce rendez-vous-là parce que ça permet d'avoir un lien au-dessus. D'abord, si ça se passe mal avec votre conseiller clientèle, c'est toujours bien de pouvoir monter au cran au-dessus. Ça, c'est le premier point. Ça vous laisse quand même une porte de sortie. Et à l'inverse, parce que ça m'est arrivé aussi une multitude de fois, quand un conseiller clientèle est muté, etc., évidemment, première chose à faire, c'est de prendre un rendez-vous physique avec son successeur. Et encore une fois, c'est toujours pareil. Si votre conseiller initial, vous avez un bon feeling, vous avez bien fait votre travail, il y a une relation qui a été établie, vous verrez que la transmission, le passage de témoin, s'opérera d'autant plus facilement avec son successeur. Voilà. Par contre, si ça n'a pas été le cas, bah, bien évidemment, vous en subirez les conséquences et derrière, vous aurez des non-retours, pas de décision, pas de prise de courage, parce que tout simplement, il n'arrivera pas à appréhender la confiance qu'il y a à la fois dans vous en tant que dirigeant ou dirigeante et évidemment dans l'entreprise que vous portez et que vous représentez. Voilà, donc encore une fois, ça se construit sur la durée, une relation. Et c'est comme Alors, avec les amis, hein. oui, alors je lui ai répondu, Nicolas, que moi, à titre personnel, ça m'est arrivé 3 fois. Ma banquière avait changé de banque 3 fois. Et ben, j'avais tellement une bonne relation avec elle que les 3 fois, je l'ai suivie. Ah, mais elle avait changé carrément d'organisme, enfin Ouais, ouais, de banque, ouais, de banque, d'accord. ouais. Parce que souvent, Et je me souvent, suis marié avec elle. Non, c'est pas vrai. ah, ça m'étonne pas, mais on sait que t'es un don Juan, mon cher William. On connaît ton Bon, succès. une question d'Audrey. En présence d'une entreprise en difficulté et pour obtenir un concours bancaire hors PGE, comment présenter l'effort des actionnaires du risque aux côtés de la banque, alors que le business plan à 6 mois reste très flou et difficile à envisager? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ben moi, je vais vous dire, hein, mes activités sont évidemment fortement pénalisées, comme beaucoup d'entre vous, sur les 3 à 6 mois. Donc, je suis dans une période assez floue, d'ailleurs, comme vient de l'évoquer. C'est qui, William, la personne? C'est Audrey. Je suis exactement dans ce cas-là, Audrey. Par contre, moi, je vais vous dire, bon, j'ai obtenu mon prêt PGE, voilà, assez facilement, mais bon, j'avais bien monté mon dossier, j'ai appliqué évidemment l'ensemble des conseils que je vous ai déjà préconisés sur le sujet. Mais par exemple, l'année dernière, j'ai pas fait un gros, mais j'ai fait un bénéfice, voilà. Et pour rétablir, pour améliorer encore plus la confiance vis-à-vis de mon banquier, j'ai convoqué mon assemblée générale et j'ai incorporé en augmentation de capital l'intégralité du bénéfice de l'année passée. Voilà. Évidemment, quand vous arrivez avec ça, vous présentez votre dossier, j'ai pris cet engagement, vous demandez un prêt, une autorisation de découvert, ça passera forcément beaucoup plus facilement. Donc, pour répondre précisément à la question d'Audrey, les actionnaires ont leur rôle, hein. Les actionnaires, ça ne touche pas uniquement des dividendes quand tout va bien. Ça doit aussi être capable de mettre la main à la poche, par définition, quand il faut augmenter le capital ou soutenir une entreprise. Donc, soyez dans un ratio gagnant-gagnant, mais on ne peut pas demander 100% d'efforts à la banque si derrière les actionnaires ne jouent pas leur rôle. Donc, il faut trouver un juste équilibre pour que les actionnaires apportent telle somme, peut-être 20%, 30%, 40 ou 50% suivant les cas et les montants, et que la banque vienne apporter l'autre complément ou que vous fassiez rentrer une autre banque pour que le risque soit partagé. Voilà. N'oubliez pas, restez surtout pragmatique et pour comprendre la réaction d'un banquier ou de quelqu'un d'ailleurs, hein, mettez-vous à sa place.
essayer d'inverser les rôles et de comprendre si j'étais le banquier à la place. Bon, imaginons, je découvre l'entreprise, j'ai une année 2019 qui était assez bonne. Par contre, je suis dans le flou artistique, j'ai beaucoup perdu. J'ai obtenu ça, pas ça. J'ai besoin de combien, pour quelles raisons, et ça va me permettre de tenir combien de temps. C'est là où il faut apporter un minimum de réponses avec toute la difficulté que ça engendre, parce qu'on est dans une zone d'incertitude qui est quand même particulièrement complexe, je vous l'accorde, et assez exceptionnelle. Bien. Une très bonne question qui m'intéresse, moi aussi, Nicolas. Ouais. De l'excellent Pierre. Pierre demande, une entreprise peut-elle avoir une relation de confiance avec une banque en... Bah écoutez, je vais pas faire mon politique. Je suis incapable de vous répondre à cette question. Je sais pas. Je sais pas. Je connais les banques en ligne, j'en utilise, mais à titre personnel, pas au niveau d'une entreprise. Ce que j'aime dans les banques en ligne, c'est qu'elles sont joignables généralement de 8 heures à 22 heures. Vous n'avez jamais le même conseiller clientèle, donc tous les conseils que je vous ai préconisés avant, par définition, ils servent pas à grand-chose. Eux, ils sont sur un autre modèle, ils ont la réactivité, mais je ne les ai jamais utilisés pour une entreprise. Donc honnêtement, je suis désolé, je vais pas pouvoir répondre à cette question parce que je l'ai pas vécu et je vais pas inventer une réponse pour faire plaisir. Voilà, je suis pas capable. S'il y en a qui peuvent répondre à cette question et qui connaissent, avec plaisir. Oui, moi aussi, je serais intéressé par la réponse. Tiens, quelqu'un qui a une des personnes qui a lu ton livre, Nicolas, dis donc. Ah, oula. Dans ma petite entreprise, donc a connu la crise, Nicolas, tu évoques au moment des difficultés de ton entreprise 2 anecdotes assez parlantes avec tes banquiers, Madame Destré de la banque W et la banque ABC. Tu peux nous en parler peut-être? Oui, alors c'était bon, évidemment les noms sont cachés parce que je voulais pas me faire attaquer pour pour la délation, mais lorsque j'ai été amené, c'est un peu ce que j'ai raconté tout à l'heure avec la phase de redressement judiciaire. J'ai eu deux réactions de mes banques. Voilà, j'ai une banque, quand je leur ai annoncé que j'avais mis en redressement judiciaire mon entreprise, ils m'ont traité de malhonnête parce que justement, j'avais fait ce mouvement de trésorerie que je vous ai évoqué tout à l'heure avec le transfert des 500 000 euros en les traitant de voleurs. Et je m'étais permis de lui dire, je lui ai dit, écoutez madame, nous sommes dans une crise financière sans nom. Contrairement à vous, je n'ai pas eu la chance d'avoir Nicolas Sarkozy, président de la République, pour réinjecter 5 milliards d'euros dans la banque, comme vous. Moi, je suis patron de PME, je suis sur le bord de la route. Vous m'avez coupé tous mes contrats, vous m'avez coupé mes comptes bancaires. J'ai plus de trésorerie aujourd'hui parce que la crise, je la subissais déjà depuis 9 mois. Et en attendant l'acte de gestion, j'ai pris mes responsabilités, je suis allé mettre en redressement judiciaire. Donc, j'imagine quand vous me traitez de voleur, je vais juste vous réexpliquer la situation. Première chose, c'est que j'ai transféré l'argent, vous me dites que je suis un voleur parce que j'ai utilisé les lignes. Donc, j'avais mis en place, en fait, chez ces banques-là, de ce qu'on appelle de la DAI, donc j'avais factoré. Donc, j'ai fait jouer, j'avais l'équivalent de 500 000 euros de facturation qui devait représenter, en gros, 1 mois et demi de facturation de mon entreprise à l'époque. Donc, j'ai donné ces factures à la banque et ils n'ont pas eu d'autre choix que de créditer mon compte bancaire de la somme en question. Voilà. Pourquoi? Parce que quand mon entreprise allait bien, j'avais négocié à l'époque ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une ligne de factor que je n'avais jamais utilisée pendant 1 an et demi, mais que là, j'ai été obligé d'utiliser parce que ma trésorerie, qui était à peu près de 2 100 000 euros en septembre 2008, elle était tombée à moins de 100 000 euros 9 mois après. Et j'avais plus de trésorerie. Et elle m'a traité de voleur parce qu'elle dit, on vous a passé cet argent et vous l'avez transféré dans une autre banque. Mais je dis pas du tout, madame, je ne suis pas un voleur. Quand mes clients, les factures que je vous ai données, ce n'est pas des fausses factures, c'est des vraies factures. Quand mes clients vont payer ces factures à la banque de Lubac, là où j'étais, évidemment, j'ai une dette vis-à-vis de vous, puisque je dois rembourser l'argent que vous m'avez prêté. Mais à chaque fois qu'un client va me payer, je vais vous rembourser la facture et au final, vous récupérez vos 500 000 euros. La seule différence, madame, c'est que si je vous l'avais dit que je déposais le bilan et que j'avais laissé l'argent sur le compte, aujourd'hui, le compte bancaire serait fermé, les 500 000 euros, je ne les aurais pas, et je n'aurais pas été en capacité de démontrer auprès du tribunal ma capacité à tenir les 6 mois durant la période d'observation pour me laisser une chance de rebondir. Elle est là la vraie raison, madame. Voilà. Et c'était un vrai bras de fer. Je peux vous dire que ça s'est passé entre 20 h et 22 h. Les mots ont été durs.
Mais voilà, j'ai tenu bon. J'avais été très bien conseillé à la fois sur un plan fiscal, juridique, évidemment. J'ai fait ça et aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu ouvrir une période d'observation et faire valider mon plan de continuation auprès des banques. Euh, alors, il y a deux personnes qui posent à peu près la même question. Et, Xavier a répondu dans le chat, mais j'attends également ta réponse, Nicolas. Attends, je retrouve Ouais. la deuxième question. Voilà, c'est face à un refus du PGE. Doit-on se contenter d'un courrier sans explication? Que peut-on faire? Est-ce qu'il y a un recours possible? Alors, On a eu le cas ouais. de Christophe qui posait la première question. Lui, sa banque, donc il a reçu un courrier sans explication. Mon banquier m'a répondu, bah c'est comme ça. Je lui ai demandé de faire un recours. Et il m'a dit, bah c'est pas de mon ressort. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, Nicolas, là-dessus? Alors, bon, il y a plusieurs cas et encore une fois, je pense que chaque cas est spécifique. Bon. Dans beaucoup de cas, les PGE sont refusés. Pourquoi? Parce que les dossiers sont pas toujours très bien montés. Je m'explique. Le prêt PGE, il a pour objectif de financer un déficit de trésorerie de l'entreprise parce que la crise du Covid-19 a eu une incidence plus ou moins forte sur votre activité. Ça veut dire quoi en très clair? Ça veut dire que si vous ne démontrez pas l'impact de la crise concrètement sur votre activité, ils refuseront de vous prêter de l'argent. Donc, je vais prendre un exemple très concret. Vous avez une entreprise, on va prendre un truc simple, hein, qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires par an, donc 50 000 euros par mois. L'État vous a imposé, vous avez dû fermer votre entreprise pendant 2 mois pour une raison X, Y ou Z avec chômage partiel, etc. Vous perdez l'équivalent de 1 mois et demi de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 75 000 euros. Ça va avoir des conséquences sur votre trésorerie, premier cas. Deuxièmement, vous aviez des gros chantiers ou un gros contrat qui ont été annulés parce qu'à cause de la crise, je vais prendre dans l'événementiel, par exemple, vous deviez organiser un grand séminaire pour réunir 300 personnes au mois de juin à Cannes. Ce séminaire est annulé purement et simplement. C'est une perte de contrat et de chiffre d'affaires importante pour vous. Et donc, ça va avoir des conséquences dans les semaines et les mois à venir sur votre activité. Donc, que vous demande le banquier? Il vous demande, par rapport à votre business model, votre business plan que vous aviez élaboré sans doute au mois d'octobre, novembre, décembre 2019, il vous demande de refaire un prévisionnel, de montrer l'impact de la crise. Et là, il faut donner des choses concrètes. J'ai perdu le contrat avec tel client représentant tel chiffre d'affaires et allant générer tant. Mon activité va baisser de 25% de son chiffre d'affaires et les conséquences sur ma trésorerie vont apporter ça. Et si ce dossier est bien ficelé et bien monté, normalement, vous devez obtenir vos prêts PGE qui va jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 25% de votre chiffre d'affaires annuel, qui peut aller jusqu'à 25%. Donc en fait, dans la question, ce qui est compliqué d'y répondre, c'est d'abord, est-ce que le dossier était bien ficelé et bien monté? Est-ce qu'il respectait bien le cahier des charges qui a été défini par l'État et en gros par BPI? Le site de la BPI est très clair. Ou est-ce que vous êtes tombé aussi sur un conseiller, finalement, qui vous connaît pas très bien, qui prend des centaines de dossiers comme ils en ont aujourd'hui, et évidemment, la différence, elle se fait sur le relationnel. Encore une fois, j'y reviens. Si vous n'avez pas vu votre banquier depuis pas mal de temps, vous lui envoyez le dossier en urgence, merci de me traiter ça, etc. Il le regarde à la va-vite, il pose pas de questions. Moi, j'ai peut-être échangé au moins 10 fois par téléphone avec mon banquier pour obtenir mon prêt PGE, pour poser des questions, donner des explications, des éléments complémentaires pour lui créer ce climat. Et quand il est allé défendre mon dossier auprès, il a été accepté. Et pour avoir piloté, je termine juste là-dessus, j'ai piloté 10 dossiers PGE depuis le début de la crise. Et me concernant, et c'est un fait, j'ai obtenu 10 réussites. Donc, je sais que tout le monde n'est pas dans cette situation et je ne veux pas juger puisque je n'ai pas la connaissance du dossier. Donc, je ne vais pas avoir la prétention de dire c'est parce que vous l'avez mal monté. Il faut avoir le bon conseiller, il faut qu'il vous connaisse bien, il faut bien monter le dossier, il faut respecter dans les règles le cahier des charges et la raison pour laquelle ils octroient cette aide-là. Et généralement, eh ben, vous avez de grandes chances quand même de le remporter. Voilà.
Ouais, Xavier qui avait répondu dans le chat précisait également qu'il ne faut pas oublier que la banque tient compte d'une note Banque de France positive et des fonds propres positifs également. Et des fonds propres positifs. Alors maintenant, Bruno Le Maire a monté un fonds, je crois, à hauteur de 300 millions. Xavier, d'ailleurs, peut réagir sur le sujet, qui est plus dédié aux entreprises en difficulté et même en redressement judiciaire. Bon. Et je le répète aussi, vous avez possibilité de faire appel à un médiateur. D'accord? Vous allez sur le site de la BPI, c'est très bien expliqué. Vous pouvez faire appel à un médiateur pour trouver un accord avec votre banquier si jamais il y a une tension ou une incompréhension sur le sujet. Et puis, si jamais il ne veut pas l'accepter, ben, vous prenez maintenant votre voiture, vous allez directement à la banque et vous demandez un rendez-vous avec le directeur d'agence. Voilà. Pas pour lui Ça casser vient la figure, hein. un dossier. Pas pour lui casser la figure, Nicolas. Pour en Non, discuter. non, mais D'accord. je l'ai fait. On a un conseiller qui voulait rien comprendre. Je me suis déplacé personnellement. J'ai demandé, j'ai pas quitté l'agence. J'ai demandé à parler au directeur d'agence. J'ai expliqué le cas et la situation s'est réglée au bout de 3 semaines avec le versement des fonds. Alors, une dernière question qui concernera le thème du jour, hein. Euh, Dans le cadre des flux accordés à la deuxième banque choisie, la première est forcément un peu lésée. Comment gérer la relation pour qu'elle ne se détériore pas et arbitrer une relation à trois? Les relations à trois, c'est toujours compliqué. Mais, on peut y réussir. Alors, c'est vrai que, Regarde-nous, Nicolas, on y arrive. ouais, mais nous, on est tous les deux. Non, mais sérieusement, c'est une très bonne question. C'est plus facile de traiter le choix d'une deuxième banque, par exemple, quand vous êtes en phase de croissance. Parce que, mine de rien, le 30% d'il y a 6 mois ne sera pas le 30% de demain. Donc, l'un dans l'autre, d'abord, vous ne le dites pas forcément tout de suite à votre banque, vous commencez à donner petit à petit. Vous ne passez pas du jour au lendemain de 100 à 30%, vous pouvez le faire progressivement sur une période donnée. Voilà, je pense qu'il faut, encore une fois, il faut le faire avec intelligence, avec finesse, avec pragmatisme, et d'expliquer tout simplement après à l'autre banque que voilà, aujourd'hui, vous souhaitez mutualiser, vous souhaitez avoir une deuxième banque, vous avez des projets de développement et de perspective à 3 ans, et que c'est la raison pour laquelle vous souhaitez avoir une deuxième banque à leur côté. Mais vous savez, dans beaucoup de cas, ça rassure aussi la première banque, parce que finalement, encore une fois, n'oubliez pas qu'elles aiment bien mutualiser le risque. Voilà. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les entreprises un peu plus importantes ont souvent 3 banques, 4 banques, 5 banques, 10 banques, hein, souvent, très fréquemment même. Bien, Nicolas. Bon, bah écoute. Et il y a une question, mon petit William. Oui, mais il y en a plein, il y en a plein. On peut les activer maintenant. Alors, tiens, j'ai Frédéric Larivaille qui t'interpelle. Ouais. Pardon. Est-ce que tu as vu si on avait des banquiers? Ah, je ne sais pas. Les juges ou les juges co ou administrateurs ne sont pas naïfs et identifient les sociétés qui gonflent volontairement leurs dettes. Ne penses-tu pas, Nicolas, qu'en conseillant de ne plus payer ses fournisseurs, tu encourages l'effet domino et que cela aura un effet désastreux sur l'économie? Ben non, mais les amis, de toute façon, c'est une obligation. Je répète que quand je dis ça, je l'ai dit dans un contexte très, très précis où vous envisagez d'aller en redressement judiciaire. Mais je rappelle que quand vous êtes en cessation des paiements, vous vous amusez pas à ne plus payer de fournisseurs pour le plaisir de ne plus payer. Quand vous le faites, c'est que vous êtes en cessation des paiements et donc par définition, vous n'avez pas le droit légalement de privilégier un fournisseur par rapport à un autre dans les quelques mois qui précèdent un dépôt de bilan. C'est interdit. Je vous donne un exemple. Vous savez que vous préparez votre dossier pour aller en redressement judiciaire. Vous avez 10 000 euros sur votre compte bancaire. Et puis, il y a un fournisseur que vous aimez bien, vous lui devez 7 000. Et puis, vous en avez 4 autres, vous leur devez 2 000, 3 000, 4 000, etc. Vous n'avez pas le droit de payer l'un par rapport à l'autre. Ça s'appelle du favoritisme. Et si vous déposez le bilan, je vous rappelle qu'on peut revenir sur votre gestion 1 an au préalable. Et ça, par contre, c'est la responsabilité du dirigeant. Donc, la réponse est non. Quand vous êtes en cessation des paiements, c'est-à-dire que vous avez concrètement, vous n'avez pas assez de cash pour faire face à vos échéances, l'acte de gestion, c'est de se mettre. Alors, il y a des mandats ad hoc, hein, il faudrait on en fera d'ailleurs un webinaire spécial.
sur le sujet parce que c'est assez technique et on fera venir d'ailleurs quelques spécialistes parce que avant de se mettre en redressement judiciaire, il y a la conciliation, il y a le mandat ad hoc, il y a des phases intermédiaires pour éviter d'aller dans le mur et déjà de commencer à négocier. Mais si vous êtes, et c'est vraiment dans ce cas-là, je rassure notre ami, si vous êtes en cessation des paiements, vous n'avez pas le droit de privilégier un fournisseur par rapport à un autre. Donc oui, il faut arrêter de payer, maintenir la trésorerie pour se lécher une chance de rebondir et donc de payer la dette qui sera étalée certes sur plusieurs années, mais dont vous vous laissez une chance de sortir votre entreprise et de rebondir. Bien. Attendez, je l'ai perdu ma question que j'avais trouvée tout à l'heure. Allez là. Pour mieux, les actifs immatériels ne sont-ils pas souvent oubliés? Les dirigeants savent-ils que la notation Banque de France n'est pas suffisante et que depuis 2009, loi Brunel, ils peuvent connaître celle de leurs partenaires financiers, banques et factors? Ouais, alors ça c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que la note Banque de France, je vois, parce qu'elle est revenue là sur plusieurs questions, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, ça me permet de vous dire, personnellement, j'allais voir la Banque de France chaque année avec mon bilan. Je prenais le soin d'aller voir mon conseiller, enfin pas mon conseiller, mon représentant à la Banque de France pour aller expliquer mon bilan, expliquer la situation et donner du sens encore une fois aux chiffres. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je rappelle que la note Banque de France, elle a un avantage et des inconvénients. Le premier avantage, c'est que lorsque vous faites un prêt, les banques regardent la cotation Banque de France de votre entreprise. Et plus votre entreprise est bien cotée, plus elle vous permet d'obtenir des facilités et surtout des taux d'intérêt faibles. Et à l'inverse, si votre note Banque de France n'est pas bonne, eh bien, les conditions sont beaucoup plus difficiles et surtout les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. C'est toujours le même problème. Vous prenez un couple très modeste avec des revenus modestes qui veut emprunter pour s'acheter un appartement, elle aura des taux d'intérêt bien plus élevés, des conditions bien plus dures que un milliardaire, je vais prendre un cas extrême, qui va emprunter 10 millions pour s'acheter sa propriété dans le sud et qui obtiendra des taux aujourd'hui extrêmement faibles, sans garantie, sans caution et à 100%. Voilà. Ça peut paraître totalement injuste, mais c'est clairement le système. Les banques et les sociétés de financement font souvent leur argent sur les gens les plus modestes qui ont plus de mal à payer. C'est pour ça qu'on allonge la dette, non pas à 15 ans maintenant, mais à 20 ans et à 25 ans avec des taux d'intérêt un peu plus élevés. Et quand on regarde sur l'ensemble de la durée, quand on fait un prêt immobilier pour ceux qui ont quand même la chance et le privilège de pouvoir se payer de l'immobilier, bah évidemment, ils payent beaucoup plus d'intérêt que celui qui a des gros revenus avec du capital et qui va quand même emprunter parce qu'il aura des conditions extrêmement favorables. Donc, travailler la note Banque de France, c'est important. Une petite dernière rapidement, auquel tu as Oui. déjà répondu maintes et maintes fois, mais c'est toujours bon de faire des rappels là-dessus. Je suis étudiant entrepreneur et je voudrais lancer mon activité. Quels sont vos conseils pour bien gérer mon dossier et ma relation avec la banque? Alors d'abord, toutes mes félicitations, parce que c'est toujours extrêmement plaisant d'avoir de jeunes entrepreneurs et encore plus quand on est étudiant. Je me souviens, il y a 20 ans, quand j'allais faire des conférences à HEC, 99% de nos jeunes étudiants d'HEC rêvaient d'une chose, c'était de rentrer à la Société Générale chez Air Liquide ou dans le groupe Total. Vous faites cette même conférence 20 ans après, 99% rêvent que d'une chose, c'est de monter sa start-up, monter son entreprise et avoir cette liberté. Voilà. Bon, donc c'est d'abord une très bonne nouvelle. Toutes mes félicitations. Deuxième élément, bah, je redis ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire un projet, ça se prépare. On en a parlé avec Julien la semaine dernière. Il faut le travailler tant sur le fond que sur la forme. Préparez votre PowerPoint, préparez votre projet, vous challengez, vous entraînez avant avec des amis, avec des conseils, réunir des actionnaires, éviter de partir seul, essayez d'avoir au moins des actionnaires à côté de vous pour soutenir financièrement, mais aussi soutenir le projet intellectuellement. C'est quand même un élément extrêmement important. Et pour la relation aux banques, bah, si vous démarrez, vous êtes jeune étudiant, moi, je vous invite à avoir un conseil, un mentor. Ça peut être un parent, ça peut être le père d'un ami qui a été entrepreneur lui-même, qui a déjà un peu d'expérience, qui va vous aider à vous challenger sur votre business plan.
sur votre PowerPoint de présentation de votre projet, qui va vous challenger, finalement qui va un peu vous coacher, vous titiller, vous entraîner. Puis une fois que vous êtes prêt, bah, vous demandez à rencontrer 3-4 banques, vous y allez avec votre mentor ou avec votre actionnaire de référence, et vous allez voir, vous allez bah, tout de suite créer voilà, quelque chose d'un petit peu plus favorable. Et donc, je ne doute pas un instant que vous arriviez à convaincre un de ces banquiers, effectivement, à vous accompagner et à vous mettre le pied à l'étrier pour débuter votre aventure entrepreneuriale. Voilà. Et puis si vous avez fait un stage, ça peut être également le chef d'entreprise, là où vous avez fait un stage aussi, qui peut. Oui, bien sûr, tout à fait. Très bien, Nicolas. Bon ben, je te remercie. Eh ben non, moi. Merci à tout le monde. On vous prévient que la semaine prochaine, Nicolas et moi partons en vacances en Toscane avec son jet privé. Donc la semaine prochaine, c'est un grand pont. Nous ne serons pas là. Mais sachez qu'on reviendra le 5 juin, tous les deux. Ah, J'espère que. ouais, dans 15 jours, alors, pour une raison, c'est Donc, il y a encore autre chose. Ouais. voilà, c'est que alors pour certains le savent déjà, mais le 29 mai prochain, donc dans 15 jours, c'est la 7e édition des 24 heures pour rebondir qu'organise Second Souffle. 7e édition qui sera cette année entièrement en visioconférence, où notre ami Nicolas sera présent évidemment lors de la conférence Entrepreneur. Nous avons plus d'une vingtaine d'intervenants qui seront là. Nous avons le président de la CPME, nous avons, je ne sais plus, peut-être des gens de la Direct, de l'URSSAF, de la CRMA, enfin beaucoup d'intervenants. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur chaque table ronde. Des gens qui seront là pour vous dire un petit peu tout ce qu'on fait, ce que fait les associations, les organismes d'État, les banques, etc. pour vous aider, nous les entrepreneurs et entrepreneuses, dans ces moments difficiles. Voilà, donc c'est le 29 mai, c'est dans 15 jours. Les inscriptions sont ouvertes depuis hier. Donc à la fin de ce webinaire, je vous invite, vous serez directement basculé d'ailleurs sur le site pour pouvoir vous inscrire. Voilà, Nicolas. Parfait. Bah, en tout cas, moi, merci à toi, William, encore pour ces échanges parce que c'est très précieux. Là où je suis vraiment ravi et je voulais tous vous remercier, c'est que vous êtes à nouveau extrêmement nombreux et nombreuses et surtout, vous partagez énormément d'informations et de conseils entre vous. Encore une fois, c'est aussi l'objectif de ce webinaire. J'ai absolument pas la prétention de tout connaître. L'objectif, c'est de partager, voilà, nos connaissances, nos conseils, d'être pratico-pratique, de transmettre aussi de l'énergie parce qu'on en a bien besoin. J'espère que voilà, on vous transmet en tout cas la pêche, l'envie de continuer, de se battre, de réussir, d'être solidaire parce que c'est ensemble qu'on finira par gagner. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver le 5 juin. On vous prépare d'ailleurs quelques surprises. On va faire des webinaires où on va, comme l'a dit William, taper dans la butte. On va traiter des sujets parfois compliqués qu'on n'ose pas toujours aborder. Je parle parfois de licenciement. C'est triste, c'est difficile, mais il faut avoir le courage d'en parler et de dire parce que on peut pas rester isolé. On a plein de petits sujets comme ça et des trucs très punchy, très dynamiques. Donc, on vous donne rendez-vous le 5 juin avec un immense plaisir. Passez une bonne journée, un excellent week-end et surtout, prenez soin de vous, les amis. Merci. À bientôt, au 29 À mai. bientôt. Bye Merci à bye. vous.